Bonsoir, bonsoir, bonjour. Bienvenue à cet espace du mardi à 21h, psychanalyse pour tous. Donc je vous rappelle, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid pour la francophonie. Pour la francophonie. Comment allez-vous? Attendez, ici j'ai donc alors attendez, il y a un petit bonsoir Corinne, Jean-Loup, Monique, Cynthia, bonsoir. Donc je crois que j'ai passé les... Il y a des... Hop, on va voir. Hop. Annie, bonsoir. Je vais regarder, pardon. Hop. Donc ici, on va voir. C'est pas comme d'habitude. Bien le bonsoir à tous. Je vois que nous sommes déjà à 80 au début, mais je ne vois pas vos messages. Alors je vois que un petit peu de vos messages. Alors attendez, on va regarder. Ah oui, il y a un spam là qui arrive. Donc on va essayer de... Je ne sais pas comment on fait pour les bloquer. Donc hop. Voilà. Donc normalement ça devrait marcher. Livia, bonsoir. Yasmina, Mohamed, Mok, bonsoir. Yam, bonsoir. Mais alors ici je ne vois pas bien. Lise, bonsoir. Je ne vois pas bien vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Carlos, bonsoir. Donc vous pouvez, oui, effectivement, commencer par... alors pourquoi ici je ne vois pas ce que je voudrais voir? Bon. Alors aujourd'hui, nous allons être un petit peu embêtés puisque je ne vois pas... C'est bien la peine, c'est bien la peine. Alors pardon, excusez-moi, mais... Donc Wafa, bonsoir. Donc vous pouvez donc... on va voir... Vous pouvez partager cette vidéo dans vos réseaux. Alors bon, alors je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je ne vois pas vos messages. Alors, donc Véro, donc je les vois ici, Souris et Clémence, d'accord, Annie, Nadine, bonsoir, Jennifer, bonsoir, Anne, bonsoir. Donc Antonio, bien le bonsoir. Bon, alors bienvenue à tous. Apparemment, je ne vais pas pouvoir. Ronald, bonsoir. Donc, on va voir. Bon, alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. René, bonsoir. Bon, alors, je vais voir. Alors, j'espère que je pourrai... Slidine, bonsoir. Marie-Thérèse, Assa, bienvenue à toutes et à tous. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas la même procédure que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, Nadine, pardon, du Liban. Karine, bonsoir. Je vais voir comment je peux faire.
Alors, comment je peux faire? Comment je peux faire? Laetitia, Fabienne. Oui, d'accord. Vous me voyez, vous m'entendez. Merci Fabienne. Zach Doudi, bonsoir. Et d'accord, mais je voudrais pouvoir lire vos interventions quand ce sera nécessaire. D'accord. Bon, pas moyen. Pas moyen, pas moyen, pas moyen. Bon, je n'y arrive pas. Je vais devoir abandonner. Donc, Vanny, bonsoir. Nila, bonsoir. Alicia, Fragis, je ne sais pas, Myriam. Déconnectez-vous et reconnectez-vous, mais c'est peut-être pas obligatoirement, Myriam, le bon système. Emmanuel, bonsoir. Kezia, bonsoir. Parce que je peux voir, mais les messages passent vite. Gaëlle, Caroline, Charles. Bonsoir, Charles. Donc, les messages passent vite et je vais essayer d'être attentive. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la masturbation, puisque Freud nous a dit que les problèmes ou les manifestations de la vie sexuelle, Caroline, Cynthia, vaste sujet ce soir. Oui, Diane, bonsoir. Pourquoi vaste sujet, Diane? Marjorie, bonsoir. Cynthia, pardon, pourquoi vaste sujet? C'est pas si vaste, la masturbation. C'est une pratique assez réduite, non? Anne-Clémence, bonsoir. C'est une pratique assez réduite. Sylvie Lazaro, bonsoir. Et donc, on va commencer par le début. On va commencer par le début. Donc, comme peut-être que ça va aller, Nina, oui, il faut peut-être pas trop s'inquiéter. Peut-être qu'on va réussir à se débrouiller. Que la psychanalyse va donc soumettre à l'investigation scientifique les phénomènes de la vie sexuelle. Sarah, bonsoir. Donc, comme vous le savez, Virginie, bonsoir, que la communauté humaine a produit une société où on arrive à considérer que la masturbation est... et Caroline, bonsoir. Plusieurs textes de Freud. Nina préfère le transfert. Nancy, hommes et femmes. Oui, la masturbation chez les hommes et les femmes. Donc, on va voir que nous vivons dans une société où la masturbation est considérée, ou peut-être dans certains cas considérée comme une infidélité. Donc déjà, ça nous donne la dimension de comment nous allons considérer cette expression, on va dire, sexuelle. C'est-à-dire que nous vivons avec une morale qui, depuis que nous sommes tout petits, s'occupe à réprimer les manifestations sexuelles de l'enfant. Bonsoir Kamal, à réprimer donc ces manifestations sexuelles de l'enfant et d'ailleurs aller remplir donc de peur et d'histoires sur la curiosité sexuelle au lieu de les aider ou de les accompagner dans cette découverte sexuelle. Et en général, la masturbation n'a pas une très bonne place, ni les relations sexuelles. Donc, c'est-à-dire que nous sommes très nombreux, on va dire, où les sujets sont très nombreux à arriver à l'étape adulte où plein de confusion sur la sexualité et en général sur de grandes insatisfactions. Et qu'est-ce que vous ne saviez pas, Sylvie Lézarou? Donc insatisfaits avec leur expérience sexuelle quand ils arrivent à l'adolescence. Et on entend un tac-tac pendant que vous parlez, c'est gênant. Oui, ça doit être ça, non? Ok, d'accord. Donc, peu d'expérience dans la satisfaction quand on arrive à l'adolescence et au niveau de la sexualité. Et surtout parce que quand on arrive à l'adolescence, et même pendant toute notre vie, on peut imaginer qu'il existe une grande possibilité de satisfaction dans la sexualité. Donc, nous avons très souvent des déceptions. Et un des reproches, donc, comme vous savez, qu'on a fait beaucoup sur la communauté scientifique, donc le travail de Freud, et qui est venu donc s'opposer à ce travail de Freud, puisque lui, il a donné une grande importance à la vie sexuelle
à notre vie sexuelle, au développement de notre vie sexuelle, et non seulement pour s'occuper des troubles mentaux, sinon aussi pour notre propre vie. Juliette, oui, voilà, c'était ça. Donc j'ai bien arrangé. D'accord, merci. Donc sur notre vie sexuelle normale, hein. Alors la vie sexuelle normale, c'est quelque chose où on se demande un petit peu ce que ça veut dire, non? Donc on va voir un petit peu ce qui peut être considéré comme quelle pratique, ou si la masturbation peut être considérée comme une pratique normale. Et, heu et donc pour préciser que Freud, évidemment, on a beaucoup critiqué Freud pour la place et l'importance qu'il a donnée à la sexualité chez l'être humain. Mais rappelons-nous aussi que quand Freud il parle de cette importance effectivement de cette sexualité, puisque sexualité il va y avoir dès la naissance, cette sexualité donc, c'est quelque chose qui est, très ample en psychanalyse, hein, que ce n'est pas quelque chose qui va se réduire à la pratique de la génitalité. Sinon que la sexualité, ça va être bonsoir Nathalie, ça va être tout ce qui est touché, on va dire tout ce que touchent les mots. Quand on va dire changer de sexualité, ça veut dire, pouvoir mettre des mots là où on n'en a jamais mis. Ça, c'est une façon de changer sa sexualité ou modifier certaines activités dans notre vie quotidienne, puisque notre Corinne bonsoir, notre sexualité, c'est notre manière de vivre. Yvette et bonsoir. Et donc nous sommes sexuels dès l'enfance, parce que dès l'enfance, ou très rapidement, nous allons établir des relations, bonsoir Louise, nous allons établir des relations affectives avec les gens qui nous entourent, c'est-à-dire principalement avec papa et maman, et qui vont donc évidemment déboucher sur un modèle de relation que nous allons continuer à établir après dans les relations à venir. Et d'où, on devrait dire, que la psychanalyse signale l'importance de pouvoir considérer un autre type d'éducation sexuelle que celle que nous avons aujourd'hui, qui est premièrement basée sur la répression, hein, et de pouvoir rediriger ces tendances au lieu de s'occuper à la répression, parce que répression, il va toujours y avoir pour qu'on arrive à parler, pour que l'être humain puisse intégrer cette société dans laquelle nous vivons. Obligatoirement il va y avoir répression, mais que en plus l'être humain, ouais, il va mettre une dose de répression dans sa vie, il va ajouter sa propre répression, alors là ça c'est un excès, hein. C'est un excès, et que donc il faudrait pouvoir penser une nouvelle modalité sur ces premières manifestations sexuelles dès l'enfance, au lieu de les réprimer, sinon de les orienter pour qu'elles puissent avoir d'autres types d'objectifs, on va dire, non, pour permettre aux hommes et aux femmes et aux hommes, de ne pas tomber dans ces lieux de soumission dans lesquels ils tombent assez facilement, bonsoir Annie, mais de pouvoir construire une société qui soit plus basée sur une coopération et une collaboration. D'ailleurs, c'est ce que dans certains cas, il est possible de faire, parce que changer le monde, ce n'est pas possible, mais modifier sexualité, libido, c'est la même chose. La libido, c'est notre pulsion sexuelle. Notre pulsion sexuelle. Donc la sexualité, c'est-à-dire que tout, effectivement, tout ce qui va signifier, qui va être sexuel pour moi, c'est quelque chose que je vais avoir libidinisé avec ma libido. Daniel, bonsoir. Donc, premièrement, pouvoir donc, et nous devons penser que la manifestation, la masturbation, pardon, la masturbation, c'est une des premières manifestations sexuelles de l'enfant, une des premières satisfactions qu'il va réussir à obtenir, hein, et qui va faire partie donc de cette découverte de notre capacité d'expérimenter du plaisir.
Donc nous savons que chez l'enfant, dans son développement, il va devoir traverser plusieurs phases et dans chaque phase, il va découvrir une nouvelle manière d'expérimenter du plaisir. Donc sur notre système organique et aussi affectif. Donc, comme vous le savez, ben, la première chose que va faire l'enfant et la première chose la première partie du corps qui va être érogénéisée, c'est donc la bouche. La bouche grâce à l'alimentation. C'est par là qu'il va commencer à sentir, on va dire, hein, à sentir, à expérimenter, et que très rapidement, il va se détacher de cette fonction d'alimentation pour sucer son pouce, par exemple, et obtenir ses premières satisfactions érotiques. Ensuite, nous avons la deuxième étape, qui est l'étape anale, où là, on va découvrir d'une certaine façon, enfin le bébé, le petit garçon, la petite fille vont découvrir cette nouvelle situation de plaisir avec l'expulsion et la rétention de la matière fécale. C'est ça qui va. Donc, ils vont commencer à partir de là à avoir une nouvelle signification. Non, bon, dans un autre moment, on pourrait voir un petit peu ce que ça veut dire, ce qu'elle représente cette étape, mais on va s'arrêter ici pour parler de ces zones où le sujet va découvrir le plaisir, la satisfaction qu'il peut se produire lui-même. C'est-à-dire que quand il suce son pouce, où il a besoin de personne, et l'étape anale, de la même façon, il a besoin de personne. Ensuite, nous allons passer à l'étape, et Eva, bonsoir, on va passer à l'étape phallique. À l'étape phallique. Alors, on dit que l'étape phallique, c'est une étape théorique, dans le sens où elle ne correspond à réellement à aucun moment, à aucune partie du corps, puisque c'est quelque chose qui rentre dans la symbolisation, c'est-à-dire que l'enfant va considérer que l'enfant, la petite fille comme le petit garçon, vont attribuer à tout ce qu'il y a autour d'eux, à toutes les personnes et à même toutes les choses, il va attribuer un phallus. Donc le petit garçon va considérer que son petit zizi, tout le monde a un petit zizi comme lui, et que la petite fille, de la même façon, qui a son clitoris, elle ne voit pas à ce moment-là trop de différence avec le petit garçon, et donc ils ont tous les petits garçons, c'est-à-dire que c'est une époque où il n'y a pas de différence sexuelle. La différence sexuelle n'existe pas pour eux. Tout a un zizi, c'est une attribution donc qu'ils vont mettre sur tout ce qui se passe. Et ensuite, ils vont donc après le complexe d'Oedipe, ils vont découvrir les zones génitales, où ils vont se rendre compte que tout le monde n'a pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont un petit zizi, d'autres qui pour eux, va être vécu comme elle n'a rien. Donc, on va arriver sur cette période où nous allons avoir la petite fille qui est castrée et le petit garçon qui a peur de l'être. Et nous allons donc découvrir ces deux tendances de la petite fille et du petit garçon. Donc, pour revenir à la masturbation, donc il va commencer dès le plus jeune âge. Donc c'est une masturbation infantile qui n'est pas en relation évidemment avec la reproduction, qui n'a rien à voir avec la reproduction. C'est simplement une masturbation qui est associée donc avec l'exploration corporelle. Ça, là, c'est une manière, non, de découvrir les possibilités, on va dire, de l'expression de ses premières relations amoureuses, parce que cette masturbation, elle vient d'une excitation. C'est à cause d'une excitation qu'il y a des manifestations de la masturbation, et que cette excitation vient des relations qu'il va découvrir, des relations qu'il va avoir ou qu'il va découvrir avec ses parents et ses frères et sœurs, puisque ce sont ceux qu'il a autour de lui, non? Et donc, avec cette activité de masturbation, il va décharger cette excitation. Et qu'il va devoir, donc après avec le complexe d'Oedipe, il va devoir renoncer, parce que d'une manière ou d'une autre, on va lui faire comprendre qu'on ne peut pas faire ça devant tout le monde, qu'il ne convient pas de se toucher, se caresser comme ça de façon excessive. Et donc, il va devoir renoncer
à ces manifestations. Et donc effectivement, il va y avoir une période où l'enfant va renoncer à sa masturbation infantile pour ne pas perdre l'amour de ses parents. Donc il va obéir, on va dire. Bon. Et donc, la particularité de cette masturbation infantile, c'est-à-dire auto-érotique, ne prend pas en considération l'objet extérieur. C'est-à-dire que bonsoir Claude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un autre qui est différent du sujet. Donc, ça fait partie, donc c'est une pratique, comme vous le savez, où l'autre n'est pas pris en compte. Mais pourtant, l'autre, il existe. C'est-à-dire que dans la masturbation, l'autre, il existe, mais en fantasme. Hein. Donc, et c'est ce qui va après Anne Bonsoir. Et, euh, et, et donc Freud, dès le départ, il va nous dire, bien évidemment, que la masturbation en elle-même, c'est pas quelque chose qui va nuire au développement, évidemment, de l'enfant, bien sûr que non, puisque c'est quelque chose par quoi? Non, c'est un processus par lequel il doit passer. Par contre, quand c'est une conduite sexuelle qui va se maintenir, et surtout quand elle va être prise en compte comme en exclusivité, c'est quelque chose qui peut venir nuire, mais on va dire comme la solitude peut nuire, dans le sens où la masturbation, ça exclut donc les relations avec les autres personnes. Et exclure de sa vie les relations avec les autres personnes va nuire le sujet, puisqu'il va évidemment perdre de l'énergie, perdre de l'intérêt, il va vivre dans ses fantasmes, parce que comme on voit, c'est-à-dire que l'objet est toujours là, mais l'objet, il apparaît et il intervient comme fantasme du sujet. C'est-à-dire que dans la masturbation, il y a toujours un objet, mais alors ou c'est un fantasme conscient, ou c'est un fantasme inconscient, donc le sujet ne sait pas exactement ce qu'il utilise donc, pour sa masturbation, mais que le fantasme qu'il utilise pour sa masturbation, mais que l'objet est présent dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire que la masturbation, quand elle devient exclusive, ben évidemment, on parle d'une manifestation d'une difficulté du sujet à être en relation donc avec les autres, hein, quand elle est exclusive. Sinon, à l'adolescence, ben, il est très régulier que les adolescents puissent avoir une grande pratique de la masturbation tout en ayant des relations avec des filles et des garçons. Hein. Puisque en fait, au lieu de passer à l'acte et d'aller parler à la fille, d'aller parler au garçon, d'établir une relation, ben, la relation, elle va se faire de façon fantasmale. Donc, ils vont imaginer, non? Vous vous rappelez la chanson de Claude Nougaro, non? Qui s'appelle Le cinéma, non? Je me fais du cinéma. Donc, il se fait son film, il imagine comment il va faire l'amour à cette fille. Et puis, en fait, la fille, quand elle sonne chez lui, ben il redevient comme ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a fantasmé une histoire qui était absolument merveilleuse, et donc quand il se retrouve face à la réalité, ben, la réalité est assez décevante. C'est d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on va voir que la masturbation, ben, c'est une pratique qui va nous éloigner de la réalité, puisque ce dont il s'agit, ben, c'est d'apprendre à parler avec les autres, d'apprendre à parler avec les autres, parce que, oui, d'apprendre à parler avec les autres, de pouvoir établir des relations pour obtenir une satisfaction, avoir la possibilité de séduire l'autre pour obtenir une relation sexuelle. Et après, bon, c'est une autre chose qui commence, non? La vie sexuelle. Ici, on parle simplement d'une pratique et qui est assez fréquente, qui est très fréquente d'ailleurs, qui est très fréquente. Et alors on va voir, pardon, hop. Donc, donc on va voir que la masturbation, évidemment, ce n'est pas la meilleure option pour se satisfaire sexuellement.
et que très souvent, dans la manifestation, il y a une manière de continuer à utiliser, hein, dans les fantasmes des objets sexuels de l'enfance. C'est-à-dire que cette même pratique de la masturbation infantile, hein, du petit enfant qu'il a oublié, que nous avons tous oublié, que nous nous sommes masturbés quand nous étions petits, hein, cette masturbation va continuer, peut continuer chez les névrosés à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a encore des traces chez l'âge adulte de cette même masturbation infantile, où les objets qui sont utilisés pour l'excitation sont encore, hein, les objets de l'enfance. Donc il peut y avoir effectivement des manifestations qui viennent nuire le sujet, qui peuvent être néfastes, on va dire, dans la vie sexuelle du sujet. Et premièrement parce que dans la masturbation, il y a une insuffisante satisfaction, c'est-à-dire que la satisfaction n'est pas très importante, hein. Après, il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est-à-dire que pour se masturber, on n'a pas besoin de modifier quelque chose du monde extérieur, puisque comme le bébé, on suce son pouce et poum. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose où on va pouvoir se satisfaire soi-même sans avoir besoin de ne rien modifier de l'extérieur. Et donc il y a une maintenance donc avec cet infantilisme psychique. D'accord ? Et donc la masturbation, c'est une manifestation d'un blocage dans le développement de la possibilité de la sublimation sexuelle, hein. C'est-à-dire que on va voir aussi qu'il y a quelque chose qui va être aussi très important, c'est-à-dire que la masturbation, elle exprime une difficulté du sujet à rentrer en contact donc avec autrui, de façon générale, et qu'en plus une pratique régulière de la masturbation peut produire, chez la femme, elle va produire une certaine amnésie, c'est-à-dire que on dit amnésie, non, c'est pas amnésie, c'est anesthésique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va la rendre complètement anesthésique à d'autres types de relations. Quand elle va rentrer une masturbation prolongée tant chez l'un comme chez l'autre, lui après il va avoir des difficultés à avoir des érections face à un partenaire, et elle va avoir des difficultés où elle va rien sentir, donc elle va devenir avec une certaine frigidité, et que la seule manière de sentir quelque chose, ça va de retourner à cette masturbation, donc qui représente donc ces satisfactions infantiles. Donc je parle de cette masturbation quand elle devient exclusive dans la vie du sujet. C'est-à-dire que se masturber, c'est quelque chose quand on a d'autres relations avec des personnes et qu'en plus il y a la masturbation, c'est une manifestation supplémentaire, on va dire, sur la situation, hein. Puisque la vie sexuelle, en fait, la vie de l'adulte, tout comme sa vie sexuelle, elle est sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? La libido, c'est une partie de la pulsion de vie, Gaëlle. Hein, elle demande si la libido, parce que la pulsion de vie, elle est composée de plusieurs pulsions, et donc dans la pulsion de la libido, c'est la pulsion sexuelle, hein, c'est la pulsion, une partie de la pulsion de vie. Et donc, je suis contente de vous éclairer, Louise. Donc, la vie de l'adulte, elle est sociale. Et social, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons nous transformer. Être en relation avec d'autres personnes va obligatoirement nous transformer. Donc, toute fixation, quelle qu'elle soit, on va dire, c'est considéré comme une pathologie. C'est la possibilité de l'être humain à la substitution, à remplacer des objets par d'autres objets, cette grande capacité qu'a l'être humain d'avoir la possibilité de passer d'un objet à un autre. Freud, il va expliquer dans la pulsion que l'objet, c'est ce qu'il y a
de plus changeant ou qui a la plus grande capacité de substitution. Alors Gaël demande, pouvez-vous juste préciser les autres parties? Les autres parties, alors attendez, je ne vois pas bien, les autres parties de la pulsion de vie, la pulsion de conservation, non, la pulsion de conservation qui va faire partie aussi de la pulsion de vie. Hein. Mais bon, la libido, c'est c'est celle qui est mobile et et qui va nous permettre d'être en relation avec le reste des autres personnes, non? Parce que la pulsion de conservation de conservation, c'est manger, c'est tout ce qu'on va faire pour prendre soin de soi, on va dire, pour éviter, non, pour la conservation. Et Caroline demande pourquoi certaines personnes gardent exclusivement une sexualité infantile. Bah parce que, on va dire Caroline, parce que il faut réussir à ce que tout être humain doit réussir à faire, c'est passer à l'âge adulte, à une vie adulte. Et une vie adulte, donc c'est celle que je viens de décrire un petit peu, c'est une vie donc sociale avec d'autres êtres humains, de tolérer la différence, que les deux sexes existent, et que nous sommes des êtres. Je suis restée un petit enfant, Louise. Bah voilà, Louise, il le dit directement. Hein. Donc, effectivement, et donc, il y a beaucoup de gens qui restent avec des fixations, donc des gens qui n'ont pas abandonné ces objets, ou plutôt qui ne c'est pas qu'ils n'ont pas abandonné, sinon qui reviennent. Hein. On avait vu que la tendance pour le sujet, c'est que face à une difficulté de la réalité extérieure, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne, il régresse à des situations déjà connues, des situations de satisfaction, puisque le petit enfant, bah, quand il se masturbait, il y avait une satisfaction. Une satisfaction. Donc à partir de l'âge adulte, ce qui se produit, c'est donc que cette masturbation, que la vie sexuelle à partir de la puberté, il commence à avoir une autre type de fonction, c'est-à-dire qu'elle doit servir à la reproduction. Donc Caroline dit, il y a un refus d'aller vers l'âge adulte, d'abandonner. Non, moi je pense que c'est pas d'aller, bon, c'est peut-être les deux, non? Mais d'abandonner les endroits qui nous ont fait jouir. Parce que ce que va nous expliquer Freud, c'est que l'être humain a beaucoup de difficultés à abandonner ces points de l'enfance où un jour il a joui. Donc, au lieu d'être capable de déplacer ce mode de satisfaction, ce qu'il fait, quand il ne trouve pas la satisfaction dans la réalité, il fantasme. Donc, on va dire, par exemple, qu'une personne heureuse n'a pas besoin de fantasmer. La personne qui fantasme, c'est celle qui va donc aller se réconforter, puisque dans la réalité, elle n'arrive pas à avoir toute la satisfaction qu'elle aimerait, donc elle fantasme. Mais quand on fantasme, Caroline, on revient au passé. D'accord, c'est un système, on revient, c'est-à-dire quand il n'y a pas de contact avec l'extérieur, puisque la relation avec l'extérieur, c'est ce qui va montrer. Alors, Cynthia demande de rester avec une seule personne mariage, ce n'est pas encore une fixation. Et oui et non, Cynthia, parce qu'on peut effectivement être en relation avec une personne et en désirer d'autres. Non, le fait de désirer d'autres personnes, c'est une manière de montrer que la fixation, ben, on peut le paradis perdu. Mais c'était pas le paradis, Caroline, non, c'était là où on a découvert des points de jouissance. Donc c'était pas le paradis, l'enfance n'était pas du tout un paradis. On a dû faire face, on nous a privé notre maman, on nous a dit qu'avec notre maman on pouvait pas, tous nos objets d'amour on a dû renoncer, on a eu des tas de déceptions. Solange dit, difficile d'être satisfait devant des personnes qui ont des difficultés intellectuelles, solitude obligée et non choisie. Oui, mais Solange, notre bonheur dépend de nous. Non, c'est vrai que nous vivons dans un monde où beaucoup de gens présentent leur insatisfaction, leur difficulté à faire face à cette réalité qui n'est pas du tout. Non, je veux dire que nous vivons dans un monde où personne ne s'occupe de notre bonheur. Personne ne travaille en fonction en disant bon, allez, on va faire quelque chose pour que Solange soit heureuse.
personne ne s'occupe du bonheur de Solange. Donc si Solange, elle ne fait pas le travail pour dire, moi, je vais devoir m'occuper de mon bonheur, et mon bonheur, le bonheur de Solange, comme le mien, comme celui de Louise, c'est quelque chose de tout à fait particulier pour chaque personne. Mais le bonheur, il ne se retrouve pas dans le fantasme. Parce que dans le fantasme, c'est comme une sorte de petite cachette. On va se cacher quand on fantasme. Frédéric, bonsoir. C'est pas grave, ça restera. Vous pourrez retrouver le début. Et la vidéo reste sur la page. Donc, ne pas se cacher, pouvoir faire face à cette réalité et participer, puisqu'en fait, on va dire, le meilleur de moi est hors de moi. Le meilleur de moi, c'est quand j'interviens dans la réalité, c'est quand je vais parler. C'est-à-dire, bien sûr, Corinne, qu'on peut évoluer. Là et là, bonsoir. Et c'est-à-dire que, bonsoir Simona, le meilleur de moi, c'est quand je suis impliquée dans le social. Quand je reste en moi, alors j'ai la possibilité, bien sûr, de peindre, d'écrire, tout ça, c'est des manières d'être hors de soi. Non, un monde d'illusions, Vanille dit. Oui, exactement. Donc, fantasmer, c'est un monde d'illusions. Donc, je sors du monde et je me construis quelque chose qui va être plus à ma mesure, sur lequel je vais pouvoir avoir plus de satisfaction. Donc, effectivement, il y a la possibilité, mais nous ne sommes pas dans la vie. Nous ne sommes pas dans la vie. Quand nous utilisons le fantasme, nous ne sommes plus dans la vie. Nous nous sommes cachés de la vie. Nous ne faisons plus face. D'accord ? Donc, et pour revenir un petit peu donc, au sujet de la masturbation, puisque la masturbation, donc il existe cette masturbation génitale et il existe la masturbation mentale. Parce que fantasmer, c'est une masturbation mentale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se touchent pas. Ils ne se touchent pas, ils ne vont pas toucher leur sexe, mais ils vont fantasmer. Alors, pas obligatoirement des relations sexuelles, mais ils vont fantasmer n'importe quoi. Non, fantasmer, ça produit pour l'appareil psychique une satisfaction. Mais dans le social, il n'y a aucun effet. Non, c'est un petit peu comme cet exemple du rêve que Freud nous donne en disant qu'il rêve, il donnait cet exemple dans l'interprétation des rêves en disant, voilà, je me couche et j'ai mangé très salé le soir et donc pendant la nuit, je rêve que j'ai très soif et que j'ai juste à côté de mon lit un grand verre d'eau bien frais et que je vais boire. Alors il dit, oui, effectivement, je fantasme la satisfaction. Mais après, j'ai besoin de me réveiller et de me lever et d'aller chercher le verre d'eau. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va montrer comment, dans l'appareil psychique, il y a satisfaction. Donc, pour l'appareil psychique, ça lui est égal que nous ayons des satisfactions sans contact avec les autres. Non ? Il y a des gens qui vivent dans des solitudes terribles et qui ne sont pas malheureux, mais qui ont disparu du monde, qui ne sont plus dans la réalité, qui sont échappés de la réalité, hein, sans avoir le besoin de devenir fou, simplement en fantasmant. Ben, c'est une façon de devenir fou puisqu'ils n'ont plus de relation avec la vie rêvée est meilleure, la vie réelle décevante. Mais ça, Solange, la vie rêvée est meilleure, oui, l'enfance, non ? Donc on revient à cette idée de ces points de satisfaction de l'enfance, mais elle est meilleure entre guillemets, parce que la satisfaction dans la vie réelle, Solange, elle est bien supérieure. Elle est bien supérieure quand vous arrivez à la fin d'un projet, quand vous participez à un projet avec plusieurs personnes, ce sont des choses qui sont très satisfaisantes, Corinne. Dit, mais le fantasme, il y en a dans un couple pour le faire persister le désir, non ? Alors je ne comprends pas, il y a dans un couple pour le faire persister. Le désir dans un couple, il va persister ou il va se rénover, moi je dirais plutôt, non, la possibilité d'une rénovation du désir avec des nouveautés. Parce qu'on tombe, non, on tombe un petit peu dans cette perversion de dire, bon alors là, on fonctionne bien à deux, de cette manière on fonctionne, et puis tout d'un coup, ben non, on s'éteint, on a besoin de nouveautés dans la relation sexuelle, et on va dire que surtout, Corinne, c'est pas seulement dans la relation sexuelle, puisque la relation sexuelle, ça va être aussi une conséquence. Si avec mon partenaire, j'ai la possibilité d'avoir une bonne conversation, une conversation différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir, ça nous ouvre la porte. D'ailleurs, une conversation, c'est un acte sexuel pour la psychanalyse. D'accord ? C'est-à-dire que c'est la même satisfaction pour l'appareil psychique.
Donc, après qu'il est nécessaire de faire l'amour, parce que Freud va nous dire qu'il y a cette morale victorienne qui nous a fait croire que si on ne faisait pas l'amour, que cette énergie qui n'était pas utilisée pour les rapports sexuels, on allait pouvoir l'utiliser pour avoir pour l'activité intellectuelle ou artistique. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement erroné. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre énergie, de notre libido qui ne va se décharger que dans la relation sexuelle. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre vie et qu'il est nécessaire de faire fonctionner, on va dire comme on va manger, on va pratiquer. Pour aller manger, je vais utiliser la pulsion orale et j'ai besoin d'aller utiliser la pulsion génitale comme une fonction de l'être humain. Mais vous voyez, nous avons une morale qui vient inhiber toute notre sexualité et qui nous empêche de pratiquer, on va dire, cette activité comme pourrait l'être n'importe laquelle de l'être humain. En fait, nous sommes des êtres en quête de stimulation extérieure permanente, intellectuelle, sociale, affective. Mais la stimulation, Vanille, elle vient de nous. C'est pas qu'elle vient de l'extérieur, la stimulation. C'est qu'elle vient de nous. C'est nous qui allons mettre notre libido ici, notre libido là. C'est pour ça qu'on dit que la libido elle a besoin d'être mobile. Pour dire, ah, Pépito ne va pas me satisfaire, je téléphone à Pépito, il n'est pas disponible. Ce n'est pas grave, je vais téléphoner à quelqu'un d'autre. Non, au lieu de pleurer parce que Pépito n'est pas disponible. Je veux dire que, non, Claude dit, mais le réveil pour aller boire n'est pas le lien entre fantasme et réalité, le fantasme de boire étant le représentant ici du besoin corporel. Mais Freud y prend cet exemple, Claude, juste pour montrer qu'il y a une satisfaction dans l'appareil psychique, que dans cette réalité psychique, il y a satisfaction, parce que quand le rêveur il boit son verre d'eau, il a une réelle satisfaction. Par contre, après, il va devoir se lever pour aller boire, parce que biologiquement, la satisfaction n'arrive pas. Qu'est-ce qui n'est pas une question de morale? Si, c'est une question de morale. Notre relation avec la sexualité, c'est une question de morale. Nous sommes très moralistes face à la sexualité. Et non seulement à la sexualité, parce que le problème avec la sexualité, c'est que nous avons des problèmes d'en parler. Parce que faire l'amour, c'est aussi être capable de parler de ces relations sexuelles. De pouvoir mettre des mots sur nos relations sexuelles, de pouvoir en parler. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est réprimé. Non, on ne parle pas de ça. Hein. Donc on ne peut pas parler de ça, il ne faut pas en parler. Donc nous avons tous, mais si on ne jouit vraiment qu'avec Pépito. Oui, ça c'est un inconvénient, bah, il faut continuer. Donc ça c'est, Sylvie, donc dans ces cas-là, effectivement, des fois, ça arrive, on a, René dit, je parlerai des sexualités, ok. Alors Christine dit, la lecture peut être une satisfaction sans la présence d'une autre personne, comme toute activité qui peut se pratiquer seule. Oui, tout à fait d'accord, mais on n'est pas seul avec la lecture, Christine. Vous voyez pas le monde, c'est un autre être humain qui vous parle. Anne, c'est génial de pouvoir téléphoner à Pierre ou Jacques dans la vie réelle, c'est plus compliqué. Ben, c'est parce que nous sommes moralistes. Nous sommes moralistes, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Mais il y a des gens qui le vivent, non? On a vu, il y a des hommes, principalement les hommes, puisque les femmes, elles ont beaucoup moins, elles sont plus réprimées encore avec leur sexualité que les hommes. Non, c'est quelque chose de social. Mais qu'il y a des hommes qui ont pu vivre de famille, non? Ça s'est vu régulièrement, je ne sais pas, mais ça s'est vu. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est encore pire qu'il y a 30 ans. Non, j'ai écouté l'autre jour, enfin j'ai lu quelque chose de Charlotte Gainsbourg qui disait que son père, tout ce qu'il a fait dans les années 80, 70-80, aujourd'hui il ne pourrait plus le faire. Ce serait complètement interdit. Donc on en parle comme non, un héros. Aujourd'hui, il est pris comme un héros parce qu'il s'est permis certaines choses, mais aujourd'hui, ce serait absolument inqualifiable. Tout ce que nous sommes venus, je veux dire que la sexualité, c'est devenu de la pornographie, je dirais, non? De la pornographie. Donc effectivement, la pornographie, c'est autorisé. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a plein de pages. Mais la pornographie, c'est pas des êtres humains. Il n'y a pas un mot. Ils se disent pas un mot. Ils font l'amour sans parler, comme des animaux.
Non, parce qu'on va voir qu'il y a une partie de ces relations génitales où on va dire que la partie de la relation génitale, c'est les animaux aussi, ils ont besoin de pratiquer, ils pratiquent pour la reproduction. Non, mais l'être humain, il a une pratique pour d'autres choses, pour d'autres types, parce qu'il a besoin de satisfaire sa pulsion, hein, il a besoin de satisfaire sa pulsion, et en plus, il a besoin de satisfaire sa pulsion de la même façon que sa pulsion sexuelle apparaît dès le début, pratiquement dès la naissance, elle va se maintenir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, le désir sexuel ne meurt pas. Il va mourir avec le sujet. Donc, on dit les gens mariés ne sont pas favorables à ce genre d'échange. Ben, pas tous, il y en a certains qui arrivent, non? Je veux dire que là, comme maintenant, on est en train de parler d'une... Et René dit la sexualité a été mise à mal à l'ère de la présence du sida. Ben, on a créé le sida pour réprimer les relations, René. Non? Maintenant, on crée le virus pour continuer à réprimer, parce que, je veux dire que c'est tout ce qui a été fait, on a dit, la syphilis, elle a été créée pour réprimer les relations sexuelles. Hein? Donc, il y a, et la sexualité, nous avons donc ce grand mouvement de répression sur la sexualité. Donc, non, ce que je voulais préciser, qui est très important, c'est que quand on va réprimer la sexualité, c'est réprimer la possibilité d'en parler, de parler du sexuel, parce qu'on n'est pas obligé non plus de parler de la sienne ou de ce qui est en relation avec nous, sinon la possibilité de parler des relations sexuelles, de l'importance des relations sexuelles. Non, j'ai vu maintenant, il y a des gens qui préfèrent comme les relations sexuelles, c'est pas quelque chose, c'est le résultat d'un travail. On n'a pas un amant comme ça qui nous tombe du ciel, non, qui va nous tomber du ciel, c'est un travail. Et donc, pour éviter le travail, il y a des gens qui préfèrent annuler leur vie sexuelle, renoncer à une vie sexuelle. Non, il a dit non, je ne pratique plus, non. Ils disent que c'est la quatrième sexualité. Donc, il y a l'homosexualité, la transsexualité. Maintenant, il y a une autre, je ne sais plus comment ils l'appellent, où ils veulent éliminer, non. Donc, ils éliminent un travail de leur vie. Donc, Vanny dit comment peut-on expliquer les pulsions qui diffèrent de chacun, intensité, besoin? Parce que chacun, nous sommes différents. Et en plus, Vanny, nous sommes différents et nous sommes différents nous-mêmes à chaque moment. Alors, prenons, dit, j'ai vu là vite fait passer la question de Virginie qui dit la ménopause. La ménopause, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est que quand l'activité sexuelle s'éloigne de la reproduction, alors la femme ne s'occupe plus de sa sexualité. C'est quoi cette histoire? Alors que la ménopause, on sait bien que c'est un renouveau pour la femme. Elle va pouvoir faire l'amour sans utiliser de pilules ou de je ne sais pas quoi, c'est-à-dire sans s'occuper, c'est-à-dire qu'elle n'a plus la préoccupation de la reproduction, de la possibilité de tomber enceinte. Non? La syphilis, je ne sais pas si elle a été créée, mais en tout cas, elle a été répartie, Lina Bonsoir. Elle a été distribuée, répartie, je veux dire, que la syphilis, ils n'ont pas cherché un remède rapidement. Hein? Et Antonio, pourquoi ce besoin social de réprimer la sexualité? Eh bien, si on ne réprime pas la sexualité, donc il y a certaines sociétés qui ont laissé un peu plus de liberté à certaines époques, non, de liberté à la sexualité. Le problème face à la sexualité, c'est que au déploiement, on va dire, bonsoir Michel, de la sexualité, c'est qu'après il existe la jalousie, donc tous ces sentiments qui accompagnent cette liberté sexuelle que les États ne peuvent pas gérer. Donc, non, on dit qu'il y a eu un moment dans certaines sociétés où il y a eu une certaine permission, ils ont arrêté de réprimer autant qu'ils le font comme maintenant, et ils étaient débordés par la jalousie, l'envie, et avec tous ces sentiments qu'ils ne savaient pas gérer, d'où l'importance de la psychanalyse pour apprendre à laisser que l'autre, mon partenaire ou mon mari ou la personne avec qui je vis, alors attendez, Edith dit il y a des êtres humains sans désir sexuel libido. Comment cela s'explique? Non, ça n'existe pas, Edith. Parce que le désir sexuel, c'est pas obligatoirement dans la partie génitale. Parler, c'est un désir sexuel.
Claudie Fatima, hein, marocaine, montre quand on empêche la sexualité, on peut maintenir un régime totalitaire. Oui, mais attention, ça veut dire quoi un régime totalitaire? Regardez ce qui se passe en Europe. Virginie, et s'agissant de l'aspect physiologique ou hormonal tel que la ménopause, ne dit-on pas que la libido disparaît à la ménopause? Pas du tout, Virginie. La libido, au contraire, elle se libère, mais il faut que la femme, elle accepte d'avoir une sexualité qui ne soit pas pour la reproduction, d'où encore l'importance de la morale. Parce qu'il y a des femmes qui acceptent la sexualité dans toute cette première période où elles sont fécondes. Mais quand tout d'un coup, elles perdent leur fonction de l'espèce humaine, elles abandonnent la sexualité. Et Roger dit dans la compulsion, dans la substitution. Donc la compulsion dans la substitution, peut-être qu'on peut la penser, alors après ça dépend de chaque cas, hein, Roger, mais ça peut se penser comme quelqu'un qui va, en fait il change mais il retrouve toujours la même chose. Non, c'est celui qui cherche et qui trouve toujours la même chose, qui tombe amoureux tout le temps de la même manière, qui va toujours, donc il y a une compulsion à la répétition, même s'il change d'objet, non, que c'est toujours la même chose quand même. Hein. Donc, non, la ménopause, non, on va dire que quand la femme va sentir qu'elle a des bouffées de chaleur, non, des bouffées de chaleur, c'est une expression de son désir sexuel. Alors elle ne le sent pas entre les jambes, on va dire, mais qu'est-ce que j'ai chaud. Mélodie dit la sublimation. Comment que la sublimation? Donc la sublimation, c'est une possibilité donc de notre vie sexuelle, exactement. Donc il va Solange dit la psychanalyse aboutit à l'échangisme. Non, justement, la psychanalyse, pas du tout l'échangisme. En général, c'est une pratique qui n'a rien à voir avec la psychanalyse. La psychanalyse, c'est d'abord, on ne va absolument pas indiquer aux gens comment ils doivent vivre, sinon que la psychanalyse va libérer cette libido qui est restée dans des positions infantiles. Après, avec cette libido libérée, le sujet va faire ce qu'il veut. On ne va pas intervenir dans la sexualité des sujets. Cynthia dit, et les pathologies telles que la dépression où il n'y a plus de désir, qu'en est-il alors? Sexualité réprimée ou autre chose? Joseph dit, je suis séropositif, hein, que voulez-vous dire par le sida a été créé? Bon, c'est ce qu'on raconte, hein, Joseph, que c'est un virus qui est sorti d'un laboratoire aux États-Unis. Mais bon, je n'ai pas la preuve, hein. J'en ai pas la preuve, mais je peux le croire facilement. Je peux le croire facilement. Et Naïma, bonsoir. Laïa, bonsoir. Donc pour la dépression, oui, bon, oui, mais ça, ils sont dans une situation, toute leur sexualité est mise donc dans leur moi. Là, il y a pas l'objet qui les intéresse est en eux. Donc toute la sexualité, c'est sur eux-mêmes, non? On va dire c'est comme le narcissique. Hein, on va dire que par exemple, on va dire aussi que l'éjaculateur précoce peut être aussi considéré comme non, quelqu'un qui vient. Bon, enfin, on ne va pas commencer avec d'autres sujets, on en a assez déjà. Donc simplement que nous parlons, Solange, d'une société où la sexualité est très réprimée et que cette répression, parce que il ne s'agit pas d'aller baiser avec n'importe qui, n'importe comment. Non, non, c'est de parler, Solange. Parler de notre sexualité. Avoir la possibilité, parce que vous voyez que dans la vie de chacun de nous, il y a des endroits où on ne parle pas, on ne met pas de mots. On ne veut rien savoir, on sait qu'on a un tiroir comme ça sombre et qu'on ne veut pas rentrer dans ce tiroir. Non? René dit, au fond, la sexualité pose la question de la séduction. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'être capable de séduire, vous dites, pour séduire, pour obtenir un partenaire sexuel. Bon, après, ça, c'est une autre chose. Non? Que je veux dire que le monde après de comment réunir sexualité et vieillesse. Donc oui, la sexualité va nous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc, et là, pareil aussi, c'est quelque chose qui va nous vieillir, abandonner notre sexualité parce qu'on commence à avoir des rides. Ça, c'est quelque chose qui va nous vieillir.
qui va nous vieillir, réussir à continuer à avoir une sexualité, d'avoir une sexualité, c'est quelque chose, et avoir une sexualité, c'est modifier nos manières de parler, modifier nos types de lecture, modifier nos façons de faire, non, c'est-à-dire parce que si l'être humain, il est capable de jouir avec plein de choses, pas seulement avec son corps, sinon avec plein d'autres choses, hein, c'est la mobilité, apprendre à jouir de choses nouvelles, de choses différentes. Hein. Parce qu'effectivement, après, on va dire, mais il y a le texte que je vous recommande de la morale sexuelle, non, de Freud, où il va nous montrer. Rania dit la sexualité chez les enfants adolescents déficients du point de vue. Ça dépend, c'est pareil, je veux dire, parce que quand on parle des adolescents, le problème, par exemple, avec les adolescents, et sans parler des adolescents qui manifestent certaines difficultés à s'accommoder à la réalité, ok, il suffit d'aller voir dans les EHPAD et vous verrez que la sexualité n'a pas d'âge. Bon, en général, dans les EHPAD aussi, ils répriment la sexualité, non? Donc, difficile à lire Freud. Mais non, mais lisez la morale sexuelle. C'est un livre qui est très accessible, qui parle de notre vie tous les jours et qui montre comment, non, de renoncer à cette possibilité que ça fait du mal pour ça nuit l'être humain, ça lui enlève, c'est comme nous enlever une facette de nous-mêmes. Donc, nous avons cette possibilité comme être humain et nous renonçons à ça. Hein, que je veux dire. Et en plus, c'est un échange avec quelqu'un d'autre. Je veux dire que quand les gens, non, il y a des gens comme ça qui sont restés pendant plusieurs années sans avoir de relations sexuelles et tout d'un coup, ils remettent en marche leur sexualité, ils redécouvrent, ils ont tout d'un coup un nouveau partenaire et c'est merveilleux, merveilleux. Non? Oui, Solange. Freud a parlé de la morale dans ce texte de la morale sexuelle. C'est un petit texte comme ça, je ne sais plus exactement, le titre est plus long. Non? Bonsoir Virginia. Donc le titre est plus long, mais il y a ce texte qui est très intéressant. Et Claude dit, les ados sont dans la séduction, les adultes dans une sexualité, d'où parfois des confusions, non? Bon, les ados, quand ils sont dans la séduction, ils ont déjà de la chance, non? Madame Bovary, dit Solange. Donc, Madame Bovary, oui, mais ça, c'est un cas particulier. Pour Freud, la sexualité est une chose fondamentale et pour Lacan, il n'y a pas un rapport sexuel. Là, je suis un peu perdue. Oui, parce que Lacan, il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel dans le sens où ce qui, dans une relation sexuelle, c'est deux relations sexuelles qui se rencontrent. C'est pour ça qu'il n'y a pas une relation sexuelle. Sinon que c'est chacun, pour vivre sa sexualité, il a besoin de quelqu'un d'autre. Et que ce sont deux sexualités qui n'ont rien à voir, c'est comme dans une conversation. L'autre me parle, moi je parle, et l'autre il est dans son monde et il me parle. Et moi je suis dans mon monde et je lui parle. Non? Que c'est quelque chose où la conversation, chacun parle à partir d'où il est, à partir de ses idées, à partir de ses préjugés. Donc il parle à partir de son monde. Et moi, je parle à partir de mon monde. D'accord? Donc, et c'est la même chose au niveau de la sexualité. Ce sont deux sexualités qui se rencontrent. C'est pour ça qu'on va dire que la sexualité, le rapport sexuel n'existe pas. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. La sexualité, elle existe aussi pour Lacan. Bon, il est 10 heures, donc bon, alors c'est très intéressant, évidemment, c'est très intéressant, tout ce que vient est en relation donc avec cette partie, mais n'oublions pas, quand on va réprimer notre sexualité, le problème c'est qu'on réprime notre manière de penser, qu'on réprime nos pensées. D'accord? C'est ça qui est important. C'est que tout d'un coup, après, on voit des gens qui sont vieux ou qui ont un certain âge et qui parlent tout le temps des mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout réprimé, en réprimant leur sexualité parce qu'ils ne trouvaient pas de satisfaction ou parce qu'on les considérait trop vieux pour avoir des relations. Donc, ils ont tout réprimé. Ou chez les jeunes, les adolescents. Non? Les adolescentes, on leur a réprimé la possibilité de parler ou de s'exprimer. Non, c'est-à-dire que c'est la possibilité de parler de la sexualité. Donc c'est ça qui va nous ouvrir et qui va nous donner la possibilité de découvrir quelque chose de nous, non? Bon, merci à tous. Super, super, super. Oui, Anne-Marie. Donc, réprimer la vie, exactement. Réprimer la sexualité, c'est réprimer une partie de notre vie, effectivement.
Bonsoir Jean-Loup. Et bonsoir la Vivivou, Antonio, bonsoir, merci à vous, Vanny, bonsoir. Et pleine de sens, bonsoir Carlos, Nina, bonsoir, Edith, ben, à mardi prochain Edith, à mardi prochain, Anna, à mardi prochain, Sandre, donc bonne soirée à vous aussi, belle énergie, exactement, Waed, bonne soirée, Daniel, vraiment clair, bah oui, c'était pas trop difficile aujourd'hui. Sophie, merci de vos interventions, de votre passion que vous communiquez, bien à vous, donc vous voyez, ce qu'on transmet, c'est le désir. Ce qu'on transmet, c'est le désir. Non, c'est-à-dire qu'il faut être en relation donc avec des personnes qui désirent pour pouvoir à notre tour désirer. D'accord? Donc, bonne continuation. Merci à vous tous. Donc, mardi prochain, au même endroit, à la même heure. Donc, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux parce que la diffusion de la psychanalyse ou de ces bonnes nuits Solange, de ces sujets si intéressants, c'est quelque chose. Olivier, bonne soirée. Simona, au revoir. Jean-Marc, l'amour impossible est une fascinante image du désespoir humain. Donc l'amour impossible, c'est celui de maman, non? Avec maman, c'est impossible. Bonne soirée, au revoir, à mardi prochain. Bonne continuation à tous. Donc je ne sais plus, attendez, je me suis perdue. Donc on continue mardi prochain. Allez, au revoir.